Let's go. Alors bonjour et puis bienvenue à tous. Alors nous sommes à l'Arvor. Je suis entouré de quelques étudiants qui vont et puis on peut entendre les trains en arrière-plan. Effectivement, c'est pour ça ça va faire rire certains d'entre vous. Et on est là lors d'un atelier critique mené par moi-même Antonin du cinéma Arvor pour parler de Nightmare Alley et Licorice Pizza. Donc Nightmare Alley de Guillermo del Toro et Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Alors, je ne sais pas par où vraiment commencer là-dessus. Je pense que on va donner la parole directement à celui qui n'a pas vu le film, peut-être. Allez, pour nous parler d'une discussion qu'on avait la semaine dernière où toi tu n'étais pas à l'atelier sur les attentes que toi tu pourrais avoir par rapport à ce film. On commence par le Licorice Pizza plutôt Non, par Nightmare Alley. Ouais, Nightmare Alley. En fait, j'ai juste regardé légèrement le résumé. J'ai quand même passé de l'étape, donc j'ai quand même regardé le trailer. J'ai pas regardé la suite parce que maintenant, il développe beaucoup plus. On dévoile beaucoup plus d'images et ça, maintenant, c'est pas trop mon délire. Je préfère vraiment découvrir le film. Et déjà, au niveau des acteurs, si j'ai pas de bêtises, c'est pas une question de dire des bêtises, mais j'ai vu des acteurs qui me faisait envie, qui me disait ok, il y a possibilité que ça soit intéressant, etc. Et puis Guillermo del Toro, j'ai déjà vu quelques films, dont le dernier qui était La Forme de l'eau, que j'avais particulièrement apprécié pour son esthétique. J'avais vu aussi, il y a bien plus longtemps, Le Labyrinthe de Pan. Après, il y a tout ce qui est Pacific Rim, etc. Mais bon, j'en parlerai pas. Mais ouais, non, ce côté de l'esthétique, le côté, l'aspect des monstres, en fait, tout simplement, je trouvais ça vachement intéressant, c'est pourquoi je me suis intéressé à ce film. Et donc, je pense aller le voir dans très peu de temps. Croisez les doigts. Parce qu'on avait eu une petite discussion du coup la semaine dernière avant d'aller voir le film. On parlait des attentes par rapport à ça. Alors tu as un petit peu développé, sur Guillermo del Toro en tout cas, il y a un univers de toute façon qui est assez notable dès le début. On parlait pas mal de ça. Je te donne la parole à ton voisin. Et ça y est, j'ai un truc. Axel. Axel, c'est ça. Pas de souci. Axel, donc du coup toi par rapport peut-être à des attentes que tu avais. Et le résultat final. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé Nightmare Alley globalement. Alors Guillermo del Toro, j'ai vu quelques films de lui, pareil. Alors j'avais vu les deux Hellboy, Le Labyrinthe de Pan et Pacific Rim, ainsi que celui qu'il a fait juste avant Nightmare Alley, La Forme de l'eau. J'avais été en soi un peu déçu par La Forme de l'eau parce que ce qui m'avait gêné globalement, c'était le manichéisme du récil, quoi. J'avais trouvé ça hyper lourd à la longue, alors que pourtant esthétiquement c'est hyper réussi comme tu l'avais dit. Et surtout il y a un truc chez Guillermo del Toro moi que j'adore, c'est les décors qui sont à chaque fois, en fait c'est pas seulement du décor pour être du décor, c'est il y a une symbolique et une dramaturgie qui est tout le temps là, et du coup ça c'est hyper intéressant, et on le retrouve du coup dans Nightmare Alley. Donc ce truc de alors ça se passe dans un monde, alors je sais plus quelle époque c'est, si c'est Nightmare Alley. On est en pleine juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ok, d'accord, ouais, c'est les années 30, il me semble, c'est ça. Et du coup donc on est dans ce monde un peu du spectacle, du cirque en fait, et on suit ce personnage de interprété par Bradley Cooper. D'ailleurs il y a un super casting, Cate Blanchett, Rooney Mara et Toni Collette aussi. Donc on suit ce personnage de Bradley Cooper qui, on va dire, un peu dans l'errance, et en même temps on présente au début à peu près tous les personnages en fait. Donc on s'attache, je dirais pas qu'on s'attache forcément, mais on le suit, et en fait il va petit à petit, on va dire, évoluer, graver les échelons et devenir un peu, parce que c'est quoi son rôle un peu en fait, c'est son métier en fait, est-ce qu'il y a un nom exact quand il arrive dans cette foire, il n'a plus rien, si je me trompe pas, donc du coup il arrive avec rien, et donc il fait un peu tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, jusqu'à gravir les échelons, les échelons, et jusqu'à aussi du coup trouver ces fameux tours de magie et de mensonges. Exactement. Et en fait c'est ce que j'ai adoré moi de base, en fait, le sujet du film, c'est-à-dire que c'est un film au final sur la tromperie et le mensonge, et dans tous les sens du terme, parce que il trompe, du coup on va spoiler, mais il trompe à moitié sa femme en fait, et du coup c'est ce que j'ai adoré, et c'est ce qui est là, pour moi la base, on va dire, du cinéma même, c'est entre guillemets de te tromper, de jouer sur comment la mise en scène te ment,
Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un travail, encore une fois, sur le décor qui est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable esthétiquement. Et Bradley Cooper, qui n'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement, là, je l'ai vraiment trouvé très bon. Et donc, non, j'ai pas pris une claque, on va dire, stratosphérique, mais j'ai beaucoup aimé le film. Et la fin, même si je m'y attendais, c'est un peu... en fait, comme on connaît le principe du film noir, on s'y attend un petit peu forcément. Et là, ça m'a pas forcément gêné parce que je trouvais que c'était parfaitement logique et réussi en fait. Puis il y a quand même pas mal de tension, on va dire les 20-25 dernières minutes, je trouve très très bien quoi. Donc non, beaucoup aimé au final et content qu'il soit revenu le Del Toro après la forme de l'eau que j'avais pas trop aimé. Je te rejoins du coup sur tout ce que tu as dit sur l'esthétisme et sur le décor, sur l'univers qu'il amène et qui nous manquait aussi. Et je rajouterais aussi autre chose, c'est que du coup, connaissant aussi la filmographie de Del Toro et son esthétisme, c'est toujours quelque chose qui tourne autour du monstre, du fantastique, etc. Et là, c'est quelque chose qui est pendant tout le film, qui reste en tension un peu, enfin en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, de est-ce qu'il va franchir la frontière de ce fantastique et finalement, c'est un peu presque une claque parce que finalement, il n'y a même plus besoin de franchir cette frontière pour montrer quand même ce fantastique et ce monstre. Parce que les monstres sont des humains en fait, et normaux de base. Quoi, mais on parlait de fête foraine, c'est aussi un freak show. Pour ceux qui ont vu Elephant Man, c'est aussi la même chose. Oui, c'est ça. Là, c'est pareil, c'est des humains qui sont exposés pour leur particularité physique ou leur capacité. Donc c'est vraiment l'humain en tant que monstre qui est exposé, et c'est ça qui est vachement intéressant dans ce film, je trouve. Et tu rebondis aussi sur un truc qui est que souvent c'est vu comme quelque chose, quand on regarde tous ces humains dans cette fête foraine, enfin ce forain, tout ça, c'est toujours vu comme un peu magique. Et finalement, dans le film, on voit tous les mensonges derrière, on voit tout ce qui est faux, et pourtant, ça reste quand même des monstres. Et c'est ça qui est génial aussi dans ce film, je trouve. Il y a aussi toute une transformation de Bradley Cooper en monstre tout au long du film. Il devient avide, il a envie de monter dans la hiérarchie, dans la société, jusqu'à devenir un monstre lui-même. D'ailleurs, il termine en monstre à la fin. C'est ça. Il y a toute une scène au début du film où celui qui le recrute lui explique comment faire de quelqu'un un monstre, et il se retrouve dans la même position à la toute fin. Donc il y a une sorte de boucle qui est assez sympa. Un truc que tu m'avais dit en sortant de la salle, Lumna, qui était intéressant, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, le plan, les cages de poules autour de lui quand il y a une plongée sur lui quand il est allongé dans le train. Mais c'est complètement symbolique, et la boucle est bouclée par rapport au début où le fameux espèce. Ouais, c'est ça. Le gars qui est en train de bouffer une poule, quoi, au début. Ouais, c'est ce que, en fait, je disais qu'il n'y avait même plus besoin d'avoir encore une explication à la toute fin effectivement, il est devenu un monstre. C'est qu'en fait, le seul plan de lui dans le train avec plein de poules qui l'entourent suffisait largement pour clairement dire, en fait, il est devenu un monstre, en fait. Comme le garçon au tout début, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose que on avait déjà compris dès le début. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film, et d'ailleurs, juste avant, on parlait de ce côté spoiler ou quoi, c'est de savoir comment, justement, il va devenir ce monstre, parce qu'on a très bien compris dès le début ce lien qu'il va entretenir avec ce monstre-là. Enfin, ce monstre. On appelle ça un monstre, mais je sais pas si c'est vraiment lui le monstre qui mange la poule. Non, c'est le garçon... il est drogué, il est complètement déshumanisé. C'est ça, mais du coup, celui qui le rend comme ça, c'est aussi quelqu'un qui est déshumanisé. Oui, bien sûr. Du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, oui, on comprend directement qu'il va avoir un lien avec ce personnage-là. Ce personnage ou juste cette figure-là, en fait. Mais ce qui est super intéressant, c'est comment ça se passe, comment ça se déroule, comment il devient un monstre, implicitement un peu aussi. Voilà. Ça prend son temps. Je veux dire, il y a quasiment 2h20 de film où c'est une ascension de Bradley Cooper, et en 10 minutes, c'est une chute. Donc la chute est très brutale pour une ascension qui est très longue, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Peut-être que Charlize, tu as quelque chose à te dire. Oui, moi je trouvais ça intéressant, qu'on aime ou pas Guillermo del Toro, on peut quand même dire que c'est un cinéaste aguerri, voilà, il a fait plusieurs fois des films de monstres, et à chaque fois il a une manière d'aborder le sujet totalement différente. On a cité ses autres films, Pacific Rim, je ne l'ai pas vu, mais Le Labyrinthe de Pan ou La Forme de l'eau, c'est toujours il y a toujours une nouvelle manière d'aborder ces sujets-là. Et du coup, je voulais voir ce que vous en pensez
justement. Je sais pas. Par rapport à quoi ? Par rapport à la manière dont il aborde différemment dans chacun de ses films la question du monstre. Juste pour dire, c'est une question intéressante, parce que moi je voulais aussi vous entendre là-dessus pour savoir ce que c'était comme cassure, ce que vous avez un petit peu survolé, se dire, effectivement, on peut avoir un sentiment de fantastique dans le film, mais le film n'est absolument pas fantastique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire. Et alors que souvent chez Guillermo del Toro, on a toujours un double monde. C'est ça. Toujours. Il y a les extraterrestres qui arrivent dans Pacific Rim, il va y avoir le monde de Pan dans le labyrinthe de Pan qui va venir contaminer le réel. On va avoir dans Hellboy le sous-monde, souterrain, les marchés aux trolls et tout ça. Et c'est quand même le premier film de Del Toro où le fantastique n'est pas, on va dire... il n'est pas évident, quoi. Vraiment pas, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Surtout que pour moi, ça va de pair. Enfin, c'est complètement logique dans le sens où là, dans ce film-là, en fait, les monstres sont des humains, de simples humains en vérité. C'est juste que c'est soit des escrocs ou de mauvaises personnes en réalité. Et du coup, c'est en parfaite logique avec le fait qu'il n'y a pas de fantastique, c'est que c'est juste des humains, des mecs lambda, quoi. Donc, et je trouve ça bien que du coup ça détonne un petit peu de ces autres films, quoi. Et en plus d'être un très bon film, quoi. Donc, c'est drôle parce que donc le dernier avant celui-ci c'était La forme de l'eau, et je trouvais que déjà dans La forme de l'eau, petit à petit il se détachait un peu de ce truc fantastique, parce que dans La forme de l'eau, la seule chose qui est fantastique c'est l'homme, le monstre, le monstre, et encore il est joli comme monstre. Oui, c'est vrai. Oui. Il est joli et puis il ressemble à un homme surtout. Et c'est juste, il est de mémoire, il est bleu et puis il a les nageoires, etc. Mais il a cette posture de l'homme, de l'humain. Et en fait, j'ai l'impression que petit à petit, il arrive finalement à notre monde qui n'est pas fantastique. Et donc je trouve que c'est comme si c'était une... C'était amorcé dans La forme de l'eau, en fait, un petit peu. J'avance rien, mais j'ai l'impression un peu. C'est ce que je ressens, en tout cas. Par rapport à ces anciens films encore, où vraiment, là, il y avait vraiment un monde fantastique. Le labyrinthe de Pan. Voilà, le labyrinthe de Pan, on disait les extraterrestres aussi, là. Alors que La forme de l'eau, c'était juste une personne qui est en plus presque humain, même presque plus humain, des fois, j'avais l'impression. Jusqu'à arriver là, à ce film-là, où en fait, il n'y a rien de fantastique. On croit, c'est palpable, et pourtant, il n'y a rien de fantastique. Est-ce que le fantastique dans le film, ce serait pas justement la fête foraine ? Ouais, mais justement, c'est déconstruit. À chaque fois qu'on pense que ça va arriver à du fantastique, à chaque fois, c'est déconstruit. C'est de l'illusion. Et tout le temps, je pense que vraiment, pendant tout le film, j'ai attendu ce truc de peut-être un retournement de situation où d'un coup, il va y avoir du fantastique. Et non, à chaque fois, il y a soit du mensonge, soit c'est faux, soit c'est réel. Et c'est ça qui est aussi dingue. Il y a un truc super, je me permets de reprendre le micro parce que c'est hyper important de le souligner, c'est qu'effectivement le film n'a rien de fantastique, mais il ne carbure qu'à la croyance à ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est le sujet du film, c'est la croyance dans un autre monde, quoi. Totalement. Et donc du coup, c'est pour ça que si je voulais réagir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu disais, voilà, le film joue toujours avec le mensonge, on ment, enfin la caméra ment quelque part, et on va essayer d'aller derrière la mise en scène. J'ai plutôt l'impression que le film, il te montre toujours les coulisses, en fait. À part le seul personnage qui fait une mise en scène auquel nous, on n'a pas accès, c'est le personnage de Cate Blanchett, dont le plan va être dévoilé en fin de film, quoi. Mais on ne la voit pas vraiment, on voit pas les rouages de sa machination, quoi. Mais c'est marrant, en fait, ce truc-là, je ne sais pas si vous pouvez réagir là-dessus, mais sur le fait qu'on est quand même sur un film qui naît absolument tout sauf fantastique, et qui fait presque, on pourrait dire, si je voulais être caricaturé, il fait le procès du fantastique, parce qu'on fait que de dire don't spook them, quoi. Surtout, ne leur fais pas croire qu'il y a un autre monde, quoi. Mais est-ce que le fantastique, il apparaîtrait pas aussi dans la lumière, dans la photographie qu'on trouve assez enchantée? Il y a beaucoup plus de lumière que dans ces films précédents. La forme de l'eau, il y en a très très peu. C'est très sale finalement. Très sale, c'est pas négatif, mais il y en a beaucoup plus. Je dirais que c'est enchanté. Est-ce que ça paraîtrait pas aussi, par la photographie, plus que par ces personnages? Justement, je crois que c'est limite fait exprès que l'esthétisme, les décors, visuellement, on dirait que c'est fantastique, pour justement dire, non, en fait, ça l'est pas. Genre, c'est presque une illusion, et pendant tout le film, c'est ça. Et c'est limite...
Ouais, c'est drôle parce que c'est un peu un paradoxe entre à la fois il nous montre la vérité, on t'a jamais menti, regarde, hop, tiens, le forain, hop, bah non, il ment. Là, il s'est entouré de non, il ment là aussi. Et pourtant, on est constamment là à avoir l'impression qu'il y a un fantastique. Donc finalement, il donne la vérité et en même temps, il nous ment parce que pendant tout le temps, visuellement, on est quand même dans du fantastique. C'est hyper paradoxal et je pense que c'est une émotion que moi j'ai beaucoup aimé ressentir pendant tout ce temps-là. Le visionnage du film, je veux dire. Ça pourrait aussi être un truc typiquement des films qui représentent les années 30. On se souvient par exemple de Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio, qui est l'adaptation de Great Gatsby, qui se passe aussi dans les années 30. C'est peut-être aussi pour représenter ces années folles américaines. Enfin, il y a plein de dimensions qu'on pourrait ajouter à la photographie, à la lumière, qui est beaucoup plus présente dans celui-ci que dans ses films précédents. Ce qui fait que Guillermo del Toro, oui, il reste dans une continuité de son cinéma, mais qu'il arrive toujours à se renouveler, et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a des cinéastes qui n'y arrivent pas forcément. Bon, j'ai pas forcément adoré Nightmare Alley, mais je trouve qu'il tient vachement la route. C'est un film oubliable, mais qui, sur le coup, c'est une petite claque, mais oubliable. Il y a un truc, pareil, qui rejoint le fantastique, je l'avais dit, rien qu'à la bande-annonce, je sais pas si tu te souviens, Axel, c'est qu'on sentait la nuit. Quand on regarde le film, on sent qu'il y a un truc qui se passe dans la nuit. Alors que pourtant, il fait jour plein de fois dans le film. Ouais. Et pourtant, j'ai cette impression de regarder quelque chose qui se passe dans la nuit. Et très souvent, on rapporte justement tout ce fantastique. La nuit, les loups-garous sortent la nuit, les monstres sortent la nuit. Ouais. Donc rien que ce truc-là fait que on a l'impression de regarder un film fantastique. Et pourtant, pas du tout. Enfin, qu'il y a quoi de fantastique dedans? Moi, je voulais vous relancer sur un truc qui m'interroge, sur lequel j'ai des éléments de réponse, mais pas tant que ça. Mais par contre, je tire de mon observation des autres films de Del Toro, c'est que dans les films de Del Toro, il y a toujours un ancrage historique très fort. C'est effectivement, Del Toro, on dit c'est un cinéma fantastique, mais en même temps, tous ces films, bon, peut-être pas Pacific Rim pour le moment, mais tous ces films sont ancrés dans une situation historique extrêmement précise, que ça soit La Forme de l'eau, c'est le macartisme, le Labyrinthe de Pan, c'est le franquisme, Les Chines du diable, c'était aussi le franquisme. On avait une vision du nazisme au début de la saga Hellboy. Voilà. Ce film-là s'inscrit quand même dans une période très particulière qui est l'avant et la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Et je voulais savoir si c'est un fait qui vous avait marqué, vous, ou si vous avez des choses à dire là-dessus. Je ne sais pas trop. Non, j'avoue, j'ai pas fait gaffe à ce. En vrai, faudrait creuser. Enfin, je sais pas si les autres. On mentionne Hitler rapidement à un moment, comme quoi il s'apprête à déclarer la guerre, ou on le voit dans une de journal et il est mentionné par des personnages. Ok. Ouais. Donc je me souviens même plus. Ok. Ouais, c'est drôle, mais je l'ai pas vu. Si je devais faire un rapport historique, je le ferais pas sur le moment du film, dans la diégèse, je veux dire, donc l'entre-deux-guerres, mais je le ferais sur aujourd'hui plutôt. Je ferais plus un rapport sur aujourd'hui, et puis même sur aussi, je me doute que Del Toro grandit et vieillit, et que c'était presque un peu une conclusion, enfin pas une conclusion, mais quelque chose que plus on grandit, plus on se rend compte de choses, et ça disait quelque chose de plus actuel que juste sur la période qui était filmée. Après, c'est juste mon avis. Les mensonges. C'est clairement ça. Puis c'est surtout qu'en plus, là, à cette période-là, il n'y a pas encore, si je ne me trompe pas, il n'y a pas encore donc cette histoire de Hitler, le nazisme, les camps, etc., cachés, enfin plein de choses qui sont cachées ou qui sont détournées, etc., qui ont été découvertes plus tard, ce qui a énormément changé nos visions sur plein de choses. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer où on dit oui, mais ils peuvent nous mentir, non. Bon, ça se disait aussi avant, je pense, mais là, on s'est pris une claque énorme. Enfin, beaucoup se sont pris une claque énorme à ce moment-là, après la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, on est un peu dans ce truc-là, cette démarche-là de qui ment pas, comment ça se passe. Et surtout, je sais pas quand est-ce que ça a été réalisé, le film. Je sais pas si c'est en retard ou pas, par rapport au Covid, par exemple. Enfin bref, dans tous les cas, je pense que c'est des questionnements actuels aussi, quoi. Qu'on peut se poser aussi, justement, parce qu'il y a eu la guerre aussi. Ouais, je me pose la question, est-ce qu'il se raconte pas un peu quand même dans ce film ? Parce qu'au final, si on regarde... Enfin, je vais mettre une théorie, mais pour moi, genre Bradley Cooper, le fait qu'il... Enfin, on dirait un peu... par exemple, certains cinéastes qui essaient aujourd'hui à Hollywood de, on va dire, pas contourner certaines choses pour réussir à transmettre leurs idées et réussir en fait tout simplement,
Et est-ce que c'est pas finalement, enfin là, au final, il fait que mentir pour essayer de gravir les échelons, mais au final, il finit par dépérir. Enfin, c'est un peu, je sais pas trop comment expliquer. Enfin, mais c'est presque un prestidigitateur. Enfin, je veux dire, il fait des tours de passe-passe, il arrive à deviner les noms des personnes qui sont dans la salle autour de lui, etc. Et c'est un peu une ascension, un peu comme le parallèle est très gros et avec de gros guillemets, mais un peu comme Hitler. Ah oui. Parce que c'est un personnage qui va monter un peu dans la hiérarchie en partant de rien, comme Hitler. Ah oui, pas de rien. Ouais. Pour arriver dans des hautes sphères très élitistes. D'ailleurs, il arrive même à la fin à côtoyer un très riche mania qui veut juste être maintenu dans une illusion, celle de pouvoir être toujours en contact avec son épouse. Pour au final retomber très brutalement, très vite, soudainement. Un peu comme le nazisme au final, c'est une lente ascension pour une chute brutale d'une illusion auquel tout le monde a cru au final, parce que même à la fin il y a une personne à qui il a fait un de ses tours de passe-passe qui finit par se suicider avec son mari pour rejoindre l'idéal promis. Donc il y a un peu de ça. Je pense que le parallèle avec le nazisme n'est pas complètement faux à ce niveau-là, mais après c'est mon interprétation. Non, je suis plutôt d'accord. Mais du coup, ça me fait penser qu'on peut faire pas mal de parallèles, notamment rien qu'à la croyance, de savoir si on y croit, si on n'y croit pas, tout simplement, que ce soit Dieu ou autre chose. Mais il y a aussi un rapport à la croyance, parce que c'est vrai que j'avais oublié cette personne qui se suicide pour accéder à ce truc grâce à l'illusion qu'elle a eue, etc. Il y a un énorme pouvoir sur la croyance. Et il y a ce truc de est-ce que vous préférez croire ou vous préférez savoir la vérité ? Il y a aussi ce truc-là. Parce que même nous, en tant que spectateurs, quand on regarde le film, finalement, on est un peu là... vu que c'est comme je le disais tout à l'heure, on attend ce fantastique. On n'arrête pas de l'attendre comme si, en fait, on ne voulait pas connaître la vérité. On ne veut pas savoir tous ces mensonges, etc. Nous, on attend le fantastique de Del Toro, en fait. Donc finalement, vous préférez croire quoi, en fait ? Vous demandez la vérité, mais en réalité, vous attendez du mensonge. C'est un peu ça. Je pars peut-être loin, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Okay. Peut-être qu'on peut passer Après, vite fait un petit mot sur l'esthétique. Ah oui. Qui est quand même dans le niveau de ce qui est montré, c'est quand même très sale, mais en même temps c'est très beau. Ouais, genre c'est très beau dans la saleté. Mais c'est pas une saleté belle comme dans Joker où là c'est vraiment très lisse. Là tu sens que c'est sale, mais il y a quand même une beauté qui se dégage, un charme un peu de l'époque. Ouais. Les freak shows, il y a quand même toute une architecture des scènes. Quand il refait la scène de Cate Blanchett, c'est ça ? Non. Si. Laquelle ? L'actrice, celle qui s'accompagne. Ah oui. Oui, c'est ça, Cate Blanchett. Il refait quand même un truc assez vintage, assez avec les éclairs, ça a quand même un style assez sympa. Il y a peut-être des éléments qui peuvent rappeler le film d'Abdelatif Kechiche, La Vénus Noire, qui justement est aussi un freak show, comme tu dis. Peut-être cette lumière-là qui rappelle ce film. Enfin, c'est là qu'on se rend compte quand même que c'est un sujet qui est beaucoup évoqué au cinéma et qu'on peut regarder, comme du coup on a cité Elephant Man et La Vénus Noire, je sais pas si vous en avez d'autres en tête. Apparemment il y a un autre Nightmare Alley qui est sorti dans les années 40. C'est l'adaptation d'un roman qui a déjà été adapté en fait. Donc à voir le prochain film de Del Toro qui sort l'année prochaine normalement. Pinocchio. Il charbonne, il carbure. Pinocchio, c'est de lui ? Le prochain. Ça va être Pinocchio. Pour un film. Après, je sais pas si vous l'avez vu, parce que ça m'a amusé, parce qu'on avait, avant la projection du film, lors du précédent atelier, on avait la discussion avec dérivé sur Christopher Nolan. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu ce film de Christopher Nolan qui s'appelle Le Prestige. Oui. Ouais. Et je sais pas si ça vous a rappelé, Nightmare Alley vous a rappelé Le Prestige, mais sur un peu les thématiques que vous avez un petit peu développées sur ce côté démystifiant, de toujours vouloir montrer les coulisses de quelque chose et de finalement être toujours déceptif aussi quelque part, de toujours vouloir ne pas capitaliser justement sur l'effet magique, voilà. Le Prestige de Nolan va assez loin là-dessus, quoi. Et moi, Nightmare Alley m'a fait penser quand même quelque part un peu au Prestige, qui est un film de Nolan que j'aime beaucoup, contrairement à la plupart. Vraiment, c'est pareil. J'aime beaucoup Le Prestige. Peut-être qu'on peut parler du coup de Licorice Pizza. Tout à fait. Qui veut se lancer ? Licorice Pizza, que toi qui n'as pas parlé. Voilà. Du coup, je l'ai vu il y a une semaine et je suis assez déçue parce que quand je suis sortie, j'étais contente, mais j'étais pas non plus transcendée parce que je trouvais que c'était un peu bordélique et tout ça. Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à retenir à part de l'esthétisme méga poussé. Et j'avais fait un petit brouillon où j'avais noté des choses.
Et dans ce que j'ai noté de bien, c'est que de la façade. Donc c'est les costumes, les décors, la lumière et tout. Ce que j'adore dans les films parce que c'est de la beauté pure et c'est magnifique. Mais au final, l'histoire qui pourrait être super intéressante par rapport à l'idée, moi je l'ai vu comme ça, mais un peu de grandir par soi-même, avec les autres et tout. Il y a une idée un peu cool derrière, mais qui est totalement anesthésiée par l'esthétisme. Et du coup, je trouve ça vachement dommage. Mais après, c'est vrai que c'est quand même beau. Mais bon, après, ça rappelle un peu... c'est tous les films un peu Stranger Things, tout ça. C'est une série, mais voilà. Bon, c'est l'esthétisme des années 80, 70, mais... donc un peu déçu quand même. Et je pense que plus le temps va passer, plus je vais l'oublier et je vais juste retenir des jolies couleurs et tout ça. Après, si l'acting est quand même pas mal... Genre, je sais que... Comment elle s'appelle ? Je sais plus. L'actrice qui joue Alana, je trouve qu'elle joue super bien. Mais du coup, ça n'apporte rien au final, tout ça, quoi. Donc un peu déçu. Et c'est dommage. Alors, du coup, moi aussi, j'ai vu Licorice Pizza. Alors, il y a maintenant... je crois que je l'avais vu quasiment le jour de sa sortie. Ou pas longtemps après. Du coup... alors, moi, j'ai beaucoup aimé globalement. Je trouvais ça très cool. Alors par contre, je suis pas trop familier au cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire que j'avais vu sous les conseils d'un pote Boogie Nights juste avant d'aller voir Licorice Pizza. Boogie Nights qui doit être un des premiers Paul Thomas Anderson, il me semble, et j'avais trouvé ça excellent. On aurait dit Scorsese qui faisait du porno, quoi. C'est voilà. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc Licorice Pizza, bon, en vrai j'en attendais pas grand chose, et puis au final je suis ressorti avec la patate, donc globalement voilà. Non mais moi ce que j'ai énormément aimé, c'est que justement moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, et que l'esthétique était... Alors il y a des moments de bravoure de fou dans le film, mais le truc c'est que moi j'étais complètement happé par l'histoire, et non pas, la mise en scène je l'avais oublié en fait. Et je trouvais que ça en général j'aime bien. Et du coup, en soi, je sais pas si j'ai grand chose à dire. Ah oui, les acteurs, je connaissais pas du tout les acteurs. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Au moins, ça fait une petite révélation. Et puis, et globalement, non, j'ai beaucoup aimé cette virée dans les années 70, ça. Ouais. Donc voilà. C'est drôle parce que moi, c'est pas forcément l'histoire qui m'a happé. En fait, je sais pas, parce que j'ai tellement vu de films dernièrement là que j'arrive plus à savoir comment j'en suis sortie de là. Je sais que j'ai pas détesté. Je sais même que j'ai quand même aimé. Mais c'est vrai que je suis pas sortie de là totalement entièrement convaincue sur un 10 sur 10, quoi. Il y avait un truc qui était je sais pas, c'était un peu bizarre dans l'histoire, mais il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans l'esthétisme, dans les couleurs. J'aime beaucoup cette période aussi, donc c'était pas compliqué. Mais vraiment, je pense que les couleurs étaient sympas. Le grain aussi, je sais pas comment ils ont filmé ça, mais ils ont fait passer la caméra pour quelque chose de assez ancien. C'est juste tourné en pellicule en fait. Ok, tout simplement. Non, parce que j'étais pas sûre de moi, donc je me disais ça fait grave pellicule, mais après tu peux, parce qu'il y en a que 2 ou 3 qui tournent encore comme ça. Il y a Tarantino et Paul Thomas Anderson, un troisième Nolan, voilà, c'est les seuls qui trustent le stock de pellicules à Hollywood, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup là c'était une belle pellicule, et puis j'ai bien aimé tous ces moments où l'histoire j'ai pas forcément accroché, même si en même temps j'ai bien aimé aussi. Je sais pas comment dire, c'était assez particulier. Par contre, j'ai beaucoup aimé tous ces moments où ils courent en fait. Ils courent, mais parce que du coup c'est tellement symbolique de leur histoire, c'est qu'ils courent à chaque fois l'un vers l'autre et jamais ils arrivent à savoir. Oui, c'est ça. Et du coup, le fait de les voir tout le temps courir là, à force, c'était assez beau, drôle aussi. Et je trouve que c'est quand même une histoire d'amour originale, finalement. Parce que finalement, c'est vraiment deux jeunes, même si la différence d'âge est de 10 ans, il me semble. L'histoire est assez classique dans le sens où il y en a un qui est sur l'autre quand l'autre ne veut pas, puis quand l'autre veut, c'est l'autre qui est pas là, donc c'est un truc archi classique, et pourtant c'est quand même formé d'une manière assez originale. Et il y a aussi un point qui m'a vachement accroché, c'est ce truc on voit pas du tout la différence d'âge, du tout. Ils ont 10 ans d'écart. Le garçon qui du coup est le plus jeune
semble être bien plus vieux, et la jeune fille qui a 10 ans de plus, genre 25 ans, un truc comme ça, fait beaucoup plus jeune. Et puis même, d'ailleurs, pendant tout le film, on se demande est-ce qu'il va y avoir une ellipse où du coup il va grandir, etc., et que du coup ils seront tous les deux adultes, etc. Mais en fait, à un moment donné, on lâche cette affaire-là parce qu'on comprend qu'il n'y a jamais d'ellipse, en fait, même si à chaque fois on croit qu'il y en a une. En fait, non, ça se passe sur juste plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2 ans au maximum, je sais pas trop, mais voilà. Finalement, tout fonctionne, quoi. Enfin, il y a plus du tout cette différence d'âge, même s'ils accentuent le truc dessus. Tu vas rire, mais ils ont 12 ans d'écart. Ils ont 12 ans d'écart. Les acteurs. Et les acteurs, ils ont quoi? Les acteurs ont 12 ans d'écart. Ah d'accord, ok. Incroyable. Et voilà. Je trouve pas que ça se... justement, le film fait que ça se voit pas, en fait, je trouve. Pourtant, c'est précisé dans le film. Ah, mais pourtant, c'est précisé 1000 fois. Hein. Je pense que si on devait résumer le film, ça reviendrait à l'expression « suis-moi, je te fuis ». Inversement, voilà. Moi, perso, j'ai pas été déçue parce que j'ai souvent été déçue par Paul Thomas Anderson, ce qui fait que là, je pouvais pas être plus déçue que... moins déçue, j'en perds mes mots. Enfin, j'ai pas vu tous les films de Paul Thomas Anderson, mais je pense que je peux dire avec lui, j'en ai vu 5-6. Enfin, il n'y en a qu'un seul que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était Magnolia. Et ce que je trouve assez particulier chez Paul Thomas Anderson, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas de patte à lui. Quand je regarde un film de Paul Thomas Anderson, je trouve que tous ces films sont différents. J'arrive pas à trouver des liens entre ces films comparés à d'autres cinéastes, comme par exemple un autre Anderson, Wes Anderson, où quand on en regarde, j'étais obligée de faire Geneviève, j'étais obligée. Quand on regarde un film de Wes Anderson, même si on ne sait pas que c'est lui, on le sait dans ses films, mais je trouve que Paul Thomas Anderson, c'est pas le cas. C'est assez particulier. Enfin, j'ai un petit peu de mal avec ce cinéaste-là. Parce que... je sais pas, j'ai du mal. Je pourrais même pas expliquer. Mais à part Magnolia, pour le coup, j'avais vraiment adoré. J'adore les films où c'est narré à la Amélie Poulain. Ça, j'ai vraiment adoré. C'est bien dramatique. Différentes histoires qui n'ont rien à voir, mais finalement un peu quand même. Et Licorice Pizza, c'est sympa. C'est une petite histoire d'amour. C'est un film pour ados, c'est sympa sur le coup, mais... Et encore, je trouve pas que ce soit pour ados, justement. Alors, moi, ado, je verrais pas ça. Pareil. Non, mais moi, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, je trouve que à l'heure actuelle, au niveau des films, même romantiques, mais n'importe quel genre, c'est que on a pu... peut-être moi qui pense comme ça, mais on n'a plus trop ce genre de romance au cinéma. Juste simple, en fait. C'est bête à dire, mais c'est des romances qui sont simples et juste qui vont droit au but et... Après, c'est pas non plus très très simple. Là, je suis d'accord avec toi pour dire que le film est très bon, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de péripéties qui peuvent être tirées par les cheveux, mais qui rendent le film beau d'une certaine poésie. Mais on parle de la scène du camion. Oui, évidemment. Mais on est loin de la simplicité d'un metteur en scène comme Hans Solo qui va te mettre deux personnages assis à une table et qui vont avoir une relation qui peut être passionnante. Et là, ça va être simple. Alors que dans Licorice Pizza, autant j'adore le film, autant c'est tout sauf simple. C'est même très complexifié parfois, et des fois tu te dis il cherche un peu la petite bête, mais oui. Non, ce qui est intéressant, dans Licorice Pizza ou dans Licorice Pizza, je sais pas comment le prononcer, c'est que les deux acteurs principaux qui jouent une romance dans un des gros films américains du moment sont pas spécialement beaux. Je veux dire, le petit gars, il est rondouillet, et la jeune, je l'ai pas trouvé particulièrement belle, mais les deux dégagent un charme aussi dans leur relation et dans la façon qu'ils ont de se courir après. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça qui est particulièrement notable pour moi dans un film américain qui sort aujourd'hui dans une société où on met en tête d'affiche Timothée Chalamet et Zendaya, quoi. Ouais, alors que là, les deux acteurs n'ont pas forcément une gueule à première vue, et pourtant... Même Bradley Cooper. Même Bradley Cooper est moche. C'est vrai. C'est très fort. En tout cas, je voulais dire que la prononciation du titre était aussi difficile que leur histoire d'amour. C'est bien, il reflète un petit peu ça dès le titre, et c'est sympa. Non, mais d'ailleurs, on m'a dit que ça venait ça voulait dire réglisse, un truc comme ça, et que ça venait des réglisses du vinyle. Parce qu'à un moment donné, il parle de ça dans le film. Je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, voilà. C'est comme Edgar Wright et la trilogie Cornetto, voilà, parce qu'il adore les glaces. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la thématique aussi politique qui entoure le film, qui sont très actuelles aussi. Et c'est le choc pétrolier, je crois, je peux me tromper, qui touche les acteurs, enfin les personnages au moment où ils se lancent un peu dans le film, où tu peux commencer à croire qu'il y a une relation, mais ça va créer une rupture entre les deux. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a aussi l'homosexualité qui est abordée dans une scène qui est quand même assez grandiose à la toute fin, où celui qui se présente en politique ne peut pas s'afficher publiquement avec son copain, et il est obligé de faire venir la copine l'actrice principale, Alana Haim,
pour faire un alibi de relations normales hétérosexuelles dans un film où c'est pas, dans une époque où c'est pas du tout accepté. Donc c'est assez subtil la mise en scène de cette scène-là, parce qu'elle est montrée très à l'écart. Je sais pas si vous vous en souvenez de la scène. Elle est arrivée en mode, elle est invitée par le candidat, elle est toute contente, elle va dîner avec lui, puis elle se retrouve au milieu d'une dispute dans une... Oui, c'est ça, oui. Elle est complètement effacée, et au final, elle devient plus qu'un reflet dans le miroir, et c'est assez beau. D'ailleurs, je trouve qu'elle est très souvent dans ce statut-là. D'ailleurs, on parlait du camion, là, à la fin de cette scène du camion, où du coup, je sais pas, ils sont en train de jouer juste avant. Elle est assise sur un trottoir. Il y a Bradley Cooper qui est là à côté, il la reconnaît même pas. Et elle est là en train de regarder, pareil, dans cette même position aussi. Et il y a plein de fois où elle est un peu dans cette position d'observatrice. Et je pense que c'est aussi... ça ramène à ce... Donc elle a 25 ans, lui, il a 15 ans, si je me souviens bien. Et ouais, genre en disant ça, c'était un peu malsain. Ah, bref. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle se cherche, en fait. Elle se cherche clairement, mais sans trop se chercher. Elle est vraiment posée, à regarder. Et c'est ça très souvent dans le film, en fait. Et c'est aussi pour ça, presque, qu'elle est avec ce petit grand garçon. Parce qu'elle a besoin de tourner un peu dans tous les sens. Un peu, je sais pas. De se chercher. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça, parce que tout à l'heure c'est ce que j'ai dit, c'est que je trouve qu'il y a aussi enfin d'abord c'est une histoire d'amour, ok, mais vu que moi elle me transcende pas, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais c'est le côté un peu où justement elle a 25 ans, tout à l'heure t'as pointé le fait on aurait plus dit que c'était elle qui avait 15 ans et lui 25 ans, et genre c'est vrai que pendant tout le film, c'est un peu enfin pour elle c'est un peu le cheminement de grandir, ou je sais pas trop, et au final elle se rend compte que pas obligé de grandir, je vais me mettre avec le mec que j'aime bien qui a 15 ans, on s'en fout, c'est pas grave. grandis pas. Je vais pas le redire. Mais c'est vrai que ça c'est le point que moi j'ai bien aimé, et de l'histoire qui ressort beaucoup pour moi, mais que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus... Enfin, un peu moins, encore une fois, moi je vais réemployer ce terme, parce que pour moi c'est ce qui marche le plus, anesthésié par l'esthétisme, parce que je trouvais ça super intéressant, parce que déjà c'est un peu... en ce moment, c'est, comme on dit, c'est controversé, le côté une différence d'âge aussi grande de 10 ans et tout ça. Et du coup, c'est vrai que je trouvais ça dommage, mais c'est vrai que ce cheminement pour elle de grandir et tout ça, c'est un truc qui était très intéressant dans le film, mais encore une fois, complètement dégagé par l'histoire d'amour et par l'esthétisme, quoi. Donc c'est un peu dommage aussi, encore une fois. Ouais, je suis d'accord. Et il y a un truc, on parlait de... Je sais plus de quoi on parlait, mais bref. Ah si, oui. Tu disais que c'était un film pour ados, quoi. Et moi, je suis pas forcément d'accord, parce que déjà, j'ai l'impression que... Bon, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je regarderai pas ça ado. Ça me donne pas envie de regarder un truc comme ça, en étant ado. Je pense que j'ai besoin d'être grande aujourd'hui pour pouvoir le regarder. Et même s'il y a des thématiques qui sont importantes à regarder, je pense, mais juste par rapport à leur relation, c'est pas un truc que je regarderais ado. Et d'ailleurs, c'est presque un peu... Des Violetta Pas du tout non plus, vraiment pas. Mais c'est un peu... Il y a un côté un peu malsain quand même, j'ai l'impression, dans leur relation. C'est peut-être pas une impression, je sais pas. Et c'est pas forcément par rapport à l'âge, hein. C'est pas forcément que par rapport à ça, parce que c'est possible d'aimer, je veux dire, avec 10 ans d'écart, qu'il ait 15 ans, enfin, voilà, mais il y avait un truc que j'ai ressenti. C'est dans la toxicité de la relation ? Je sais pas, ouais, et c'est pas forcément ce truc de fuis-moi, je te suis. Il y a un autre truc, mais je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez senti ça aussi. Je trouve qu'elle a un peu le rôle de maman. J'ai l'impression des fois qu'il se sert d'elle pour certaines choses. Il faut que tu m'emmènes quelque part. Tiens, tu peux m'aider à monter ça. Tiens, vas-y, sois un petit peu plus... sois plus féminine pour lui. Il s'en sert, en fait, c'est un petit peu son objet. En fait, j'ai l'impression qu'elle a même plusieurs rôles qui font que ça peut pas marcher si t'es sa copine. Genre, tu peux pas être sa maman, sa meuf, sa sœur. C'est ça que je trouve qui est malsain un peu. Ce qui fait qu'au final, moi, j'y crois pas trop, cette histoire. Ouais, alors, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'il y a une attente. Il y a une attente, on attend, on se dit, on sait qu'il y a un moment, ils vont se mettre ensemble. On le sait, c'est prévisible. Mais il arrive toujours à trouver de nouvelles péripéties pour aller agrémenter tout ça. Mais finalement, on finit par plus trop y croire avec tous les récits qu'il y a, quoi. Je trouve limite que... Je sais pas si j'étais là pour l'attente, moi, finalement. Parce que finalement, on sait qu'à la fin, ça va finir comme ça. Enfin, on se doute. Mais limite, ça m'a presque... Juste en y réfléchissant, je sais pas si je l'ai senti réellement sur le moment, mais j'ai l'impression que ça m'a lassé presque de cette attente. Parce qu'il y a tellement de complications, donc c'est vrai que du coup, c'est pas simple, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est assez compliqué. Mais justement, c'est tellement compliqué, finalement,
chiant, genre t'es sa mère, t'es sa quoi, tu vas être avec le président, tu vas faire quoi, du coup on comprend pas. Et ouais, juste pour revenir sur cette toxicité entre les deux, moi je trouve que donc ils ont voulu rendre le film un peu plus intéressant au niveau de l'histoire et tout, et ça aurait pu l'être, mais je trouve qu'ils ont essayé de trop faire, parce que comme on est tous d'accord pour dire que c'est une histoire compliquée et pas du tout simple, même si c'est vraiment deux amoureux, voilà, c'est quand même compliqué, et je trouve qu'ils ont vraiment forcé le trait pour rendre les choses compliquées, donc 10 ans d'écart, il est méchant avec elle, mais en même temps, c'est un peu bizarre, je trouve que c'est surfait un peu, et je trouve ça dommage, parce que ça... Je sais pas, ça fait mourir un peu le côté intéressant qu'il aurait pu avoir, et elle est vraiment pas. Enfin, cette toxicité, elle sert un peu à rien, je trouve. Enfin, ça aurait pu. Enfin, il y a d'autres choses qui auraient pu suffire, qu'il y avait déjà et tout, et il y avait pas besoin de ça. Et je trouve que c'est redondant et enfin, c'est pas du tout original. Et ouais, je trouve que c'est décevant. Encore une fois, c'est drôle parce qu'en fait, plus on en parle, plus j'ai l'impression de pas aimer. Et pourtant, je me rappelle du moment où je suis sortie de là en disant ouais, j'ai bien aimé quoi. Et pourtant. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et puis même, je viens de me rappeler d'un truc, c'est pourquoi d'un coup, il a une entreprise comme s'il avait 35 ans, mais derrière, il peut faire des trucs de gamin de 12 ans. C'est le rêve américain. C'est un rêve américain. En fait, alors j'ai pas du tout vu le film, mais de tout, j'arrive vraiment à l'improviste. Mais en fait, en vous écoutant, ça me fait penser énormément à Big de Penny Marshall avec Tom Hanks. C'est un film vraiment c'est assez cucu en vrai, mais en fait, les films des années 80-70, pour moi c'est un régal, j'apprécie énormément. Et en fait, en vous entendant parler de cette différence d'âge, etc., ça me fait penser exactement à ce film. Et pour résumer rapidement, en fait, c'est Tom Hanks qui va faire le souhait de devenir plus grand parce que étant jeune, il y a plein de choses qu'il peut pas faire, des attractions, etc. Et donc en fait, son souhait va être réalisé. Et en fait, il va faire la rencontre pas d'une journaliste, mais d'une femme qui travaille dans un magasin de jouets, à la rédaction, quelque chose comme ça. Et il y a une histoire d'amour qui va se créer. Et donc il y a une quinzaine d'années d'écart aussi. Et alors c'est pas toxique comme relation. Mais en fait, il y a un décalage énorme par rapport au petit garçon qui est devenu adulte en fait, mais qui a toujours cette mentalité de vouloir jouer, etc. Et du coup, la dame, je sais pas comment on pourrait l'appeler, la jeune femme du coup qui a un emploi depuis très longtemps, qui travaille et qui va tomber au final amoureux. Donc je trouve qu'il y a un lien par rapport à ce que vous dites, mais pas dans la partie toxique. Je trouvais ça marrant du coup. Après, dans le côté joué, pour le gars, un peu la société, c'est un peu son terrain de jeu. Il fait sa société de matelas à eau et ensuite sa société de flipper. Le mec, il s'éclate complètement. Donc il y a un peu ce côté gamin qui s'amuse un peu, mais dans une société qui est peut-être trop grande pour lui, trop démesurée pour lui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, c'est un petit garçon qui joue encore à des jeux pour enfants, etc. et qui va réussir par... être recruté par le patron du fait d'être un enfant, et le patron va faire j'adore son comportement, etc. et va au final le recruter à tester et à jouer à des jeux et en fait devenir carrément son métier. Oui, je vois, j'ai vu le film. C'est vraiment un régal quoi. Avec la scène du piano qui est assez culte. Ouais, oui, ils jouent tous les deux. On va peut-être s'arrêter là. Moi, je voulais juste clore le truc aussi, parce que, bon, après, vous n'êtes pas hyper familier du cinéma de Paul Thomas Anderson, mais c'est pourquoi, moi, ça m'intéressait aussi les propos sur le côté toxique des relations, c'est que il tourne autour de ça dans beaucoup de ses films dernièrement. Phantom Thread, dernièrement, on est typiquement dans l'étude d'une relation toxique, quoi. Et à la fin, c'est vraiment genre, on admet le truc. Et je dis la relation toxique, moi, genre, c'est pas parce qu'on a l'impression de tomber un petit peu dans le truc de l'air du temps, de la condamnation, du machin. C'est un vrai sujet. Moi, je suis très, en tout cas, je trouve que c'est le bon terme de dire, voilà, cette dimension-là est anesthésie. On peut s'en rendre compte intellectuellement, mais au final, le film ne jamais la met en exergue ou jamais la traite en fait quoi. Alors que Phantom Thread, on était vraiment dans une relation toxique, donc c'était vraiment le cœur du film de raconter comment un malade mental allait réussir à s'épanouir en rencontrant une autre maladie mentale de sa femme quoi. Enfin il y avait vraiment un truc là, une étude de relation, une histoire d'amour vraiment quoi, une vraie mais toxique quoi, voilà, qui était basée que sur des perversions. Et les précédents films de Paul Thomas Anderson tournent aussi autour de ça, ce genre de relation. Donc moi après c'est vrai que du coup j'ai pas un avis très positif sur le film aussi, parce que je trouve que cette relation-là, qui m'apparaît dans la droite lignée, dans une pure politique des auteurs des autres films de Paul Thomas Anderson, là, est anesthésiée par un truc joli. C'est pour ça que j'ai toujours été hyper surpris par l'accueil critique et public qui disent c'est un film hyper sympa, c'est hyper agréable, j'ai envie d'habiter dans ce film. Puis
non, c'est chaud, quoi. Enfin, la relation, la nana, là, elle teste plein de trucs, ça marche pas, donc elle revient au point de départ avec le mec. Dit, bah, c'est chaud quand même. Enfin, c'est pas trop traité, quoi. Je suis désolé, je vais avoir le dernier mot. Et parce que je vais clore, mais voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt. Cinéma, oui, je sors, je suis cinéma, de salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Allez, gosse avec moi, cinéma.